Je ne sais pas comment m'adresser à Gozo. どういうふうにお話をしたらいいんだかわからない、ゴゾさんとは。でもこの庭に帰ってくることが僕の密かな人生の誰にも知られない秘密のルートになってて、だからちょっと説明のできない。ここがジャルダン・パンセストの庭ですけどね、それがそのクロードさんのお庭なのに僕の庭になってて、でそれは僕の詩の性格を一つ表してて、昔の言葉で言うと山沢さんの専門だけどフランスワ・ピオンみたいに、泥棒、場所泥棒、各場所の泥棒。Le retour à ce jardin, c'est le jardin de Palimpseste. Et ce retour, en fait, c'est un chemin que je ne dis à personne, mais c'est un chemin de ma vie. Et c'est un jardin, c'est le jardin de Claude, mais c'est un peu mon jardin à moi. Et c'est aussi le fait que c'est à la fois que le jardin est à toi, mais c'est le jardin appartient à Gozo, ça caractérise en quelque sorte son écriture. Et bon, il y a aujourd'hui M. Amazawa qui est spécialiste de Guillaume. On peut parler de voleur de lieu. Voilà, c'est bon. Le volet est très content d'être volé. Voilà, Gozo vient de faire quelque chose qui est tout à fait caractéristique de lui. Au lieu que nous commencions par des propos très généraux, il est parti de l'ici et maintenant. 今のゴゾさんがおっしゃったこと、すごくゴゾさんらしい言い方なんですけども、こう大きな枠から入るんじゃなくて、今ここというところから話が本当にそうますますそうなってきてね。それから例えば引用だとかそういう言い方をしたくなくて、もっとこう身近ないたずらっぽくなんかこう端っこを盗むような、あるいは盗むっていうような言葉をもう一回自分のところを取り返したいとかさ、そういうとっても細かい現在の方に現在へ自分も近づけたいっていうのかな、そういうこう頻繁な心の運動がありますね。Je ne veux plus tellement parler de citation, je vois plutôt un geste des bêtises des enfants, de voler un bout de papier, un petit morceau de papier, de déchirer le bord de papier. Ce sont des petits gestes menus et j'aimerais bien approprier aussi le geste de voler. Et il y a une sorte de aller et venir très menu et comme une vibration dans le cœur. Et c'est comme si, à la fois, par ce geste, je voudrais voler moi-même vers le présent. C'est merveilleux. Ouais, j'ai envie de dire qu'avec Gozo aussi, ce qui se passe, c'est que la poésie est continue. Là, ce qu'il vient de dire, pour moi, c'est en continuité avec ses poèmes. Et j'ai l'impression que maintenant, il vit continuellement la poésie. ゴゾさんとしてご一緒してると、詩っていうのはずっと連続していて、今おっしゃったことも詩の作品と連続していて、でそういう連続体の中にいるっていう感じですね。本当そうね。それがますます少しそれがこういうご縁で翻訳していただいて長い時間かけて、あるいはヨーロッパ的な時間かもしれない、フランスの時間かもしれない、その時間の影響を知らず知らずに受けてきて、そして長いそういう持続ができてきててね、小さいことで気がつくけど、今度また持って歩いてるムシャールさんにもらったあそこの石かな、あれが苔が取れちゃって丸坊主になっててもずっと持って歩いて、いつも打つ祭壇みたいなところに持って歩いてるのね。あれ気がついたらもちろん記憶の石でもあるし、プルストが旅に出始めたようなその石に連れられていくような記憶の旅でもあるし、それから今おっしゃったようになんか持続のための印のような石なのね。それがそういうことに気がつくのはとっても嬉しいことですね。Il m'a été donné ce lien
avec vous à travers la traduction. Et la traduction était un travail très très long, très très long. Sans doute c'est un temps européen, un temps français qui influence aussi Gozo. Et Claude t'a donné une pierre de jardin, Gozo, qui le promène toujours avec lui, qui pose quand qu'il installe son petit hôtel pour son travail de cuivre. Et la pierre a été complètement perdue, ses mousses, il est complètement chauve maintenant. Mais en fait, cette pierre, Gozo se rencontre, c'est aussi la pierre de continuité. Ah, c'est un beau mot, ça, pierre de continuité. Une belle expression. Je m'aperçois qu'on a fait la chose exactement à l'envers de ce qu'on fait d'habitude. On est parti du plus central, et je n'ai pas eu le temps de dire que Gozo Yashimasu est à mes yeux, et je pense aux yeux de bien d'autres, un des plus grands poètes aujourd'hui, japonais ou non, un des plus grands poètes vivants aujourd'hui, et que vraiment son œuvre est des œuvres qui, en tout cas à moi, et à beaucoup de gens, m'apportent le plus pour la poésie contemporaine. Gozo est également un photographe. Et est-ce que quand Gozo parle de jardin palimpseste, est-ce que c'est aussi à travers la photographie? Jardin palimpseste っておっしゃる時の朝宮その庭っておっしゃる時には写真が関係している。そうだと思いますね。La technique de superposition. そうそう、それと同時に昨日のとっても充実した翻訳の話のところでリストの話を出して来られた時に僕はポール・クレイの話を聞きましたけどね、写真のみならず絵描きさんの心の中に映っているようなものも現代の詩はもっと音楽とともに解読していけるような、そういう持続な小さな石の投げ方がだんだんできてきて、そういうところにも入っていくための一つの持続の何か葉っぱの一つとしての写真みたいなものもありますね。Bien sûr, la photo y est quelque chose, mais hier nous avons eu une discussion très dense sur la traduction. Tu as évoqué Liszt et Jimessa a parlé de Paul Klee. Et pour la poésie contemporaine, la lecture de ce qui se reflète chez les peintres, ce serait un travail qu'on peut le faire avec la musique. Et si on parle de photos, ça serait vraiment comme si on lance plusieurs fois des petits cailloux de continuité et qu'une photo, ça serait une feuille de continuité. Cailloux de continuité, feuille de continuité, ça c'est magnifique. Mais bon, j'espère qu'on va continuer ça. J'ai envie de voir, de recevoir des cailloux et des feuilles de continuité. そういう持続の小石と持続の葉っぱがどんどんまた黙れアティトゥランコ、やがてアティトゥランコに水のしみが色づき、明日山に雨が降って大気はすべてを焼いて、私たちは抹消した。私たちは投棄した。海が我がになくなったのを感じると、海はあらゆる川の茂みなのである。私たち抹消した。私たち投棄した。アティトゥランコが
水と山の狭間に移る。風は喉笛を吹いてマコモから山裾へ渡っていった。ある日、東の旧火山が頬を染めるように語り始める声を聞いて、私たちは耳を澄ました。冥王星付近をターンした彗星も後続の浮遊物に気がついていた。降板してマウンドを降りる2番目の投手が振り向く。ボールはまだ抜けてはいない。抜けてしまえ。あ、消す。消せ。あ、消す。アティットゥランコが、アティットゥランコが水と山の狭間を行く。風は喉笛を吹いてマコモの奥山裾に戻る。黙れ。剣が当ててるランコ。水のしみくっと振ってベッガッケッ。Tais-toi, lac Atitlan. Bientôt, au lac Atitlan, des taches d'eau se colorent. Demain, en montagne, la pluie tombera. L'air brûlera tout. Nous avons supprimé, nous avons enregistré. La mer, sentant qu'il n'y a plus de poissons. La mer est le fourré de toutes les rivières. Nous avons supprimé, nous avons enregistré. L'Atitlan se reflète dans l'espace entre eau et montagne. Du vent a soufflé dans la gorge de Macomo, a passé jusqu'au bas de la montagne. Un jour, entendant à l'est la voix du volcan assoupi, qui s'est mise à parler comme en se teignant les joues, nous tendions l'oreille. Et la comète qui a viré près de Pluton et les matières flottant dans son sillage qui s'en rendaient compte. Le second lanceur qui descend de la plaque en se retirant du jeu se retourne. La balle n'est pas encore passée. Passe, effacé, passe, pst, effacé. L'Atitlan avance dans l'espace entre eau et montagne. Le vent souffle dans la gorge, il revient s'enfoncer au bas de la montagne de Macomo. Tais-toi, lac Atitlan, tache d'eau, tombe, gua. Pour tous les poèmes, pour tous les poètes, comme vous disiez très bien, les circonstances, la situation précise à chaque fois. Je crois que la traduction, c'est aussi là de la situation précise. Bonjour, on s'est déjà rencontrés. もう前にもお会いしましたけど、2度目ですね。C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois, et je crois que c'est la deuxième fois que vous venez en France. で、フランスにいらしたのも2回目ですね。そうですね。はい。Et pour moi, comme pour Makiko, ces rencontres se font à partir de la poésie. 自分にとってもマキコにとってもそうですけど、こうした出会いっていうのが詩を通して実現した。とても嬉しいです。À partir de votre poésie, puisque vous... 石尾さんの作品を通して、石尾さんの詩の世界を通して。Je crois que vous venez d'avoir, pour un recueil récent, un prix de poésie important au Japon. で、新しい詩集で日本でとっても大きな賞を取られたと聞いてます。はい。C'est le prix? Le nom de ce prix? 名前は？賞の名前ですか。萩原作太郎賞。Sakotaro, le prix Sakotaro. Voilà. Le recueil que vous avez publié, qui vous a valu ce prix, n'est pas traduit en français.
この賞の対象になった詩集はフランス語にはなっていません。はい。On pourrait essayer de le traduire extrémité de branche, par exemple. で、そのタイトルなんですけれども、えコズエという、コゼニテという言葉をエクストレミテ・ド・ブロンシュというふうに訳すことが、例えば訳すことができるかなと思うんですけれども。Voilà. Je vous ai entendu parler de votre travail en même temps que de votre écriture poétique. Est-ce que vous pourriez en dire deux mots? 詩の創作を続けてらっしゃる一方で、お仕事のお話を少しなさってましたけど、えちょっとお仕事のことを聞かせていただけますか。はい。ろう学校というところに行って、今は5歳のこんな小さい子供と、言葉のやり取りをします。で、彼らはもちろん手の言葉も使いますから、それもこっちはそっちから学んで、子供は私から言葉を学んで、そういうこう非常にまねっこというかやり取りを中心に関係を持っていくという、そういう場所ですけれど。Je suis dans une école de sourds et en ce moment je travaille avec les enfants de 5 ans, donc ils sont tout petits. Et son travail consiste à échanger des mots et des paroles. Les enfants utilisent le langage et aussi le langage des signes. Des signes, c'est-à-dire des gestes? Oui, le langage des signes. C'est ça. Des signes, un code codifié? 手話ですね。手話と言葉と同時に使います。その手話っていうのはちゃんと文法のある手話。それは日本語に沿った手話を今学校では使いつつあります。À l'école, on commence à utiliser les langages des signes qui est calqué sur la grammaire japonaise. Et donc les enfants lui parlent à la fois avec ces deux langages et lui il parle avec le langage des paroles. Et c'est une relation de imiter chacun de chaque côté, imiter l'autre. Et c'est une construction d'une relation qui se fait à travers ces activités. 今まではどちらかというと音声の言葉、音声言語を中心にして場を作ってきたんだけれども、ろう者が本来使う手話とも一緒に取り入れて両立させるような方向に今行っています。Jusque-là, le langage sonore prenait une place centrale. Maintenant, on essaye de faire coexister le langage propre aux personnes malentendantes ou non-entendantes, qui est le langage des signes, pour faire un espace des deux langues. Est-ce que, pour aller vite, puisque nous n'avons que quelques instants, est-ce que vous sentez une relation entre cet échange avec des enfants et votre écriture poétique? 子供とのそういうやりとりと詩作の言葉っていうのは関係があるんでしょうか？子供たちはこちらは普通耳が聞こえる状態なんですけども、子供たちは聞こえにくい状態なんですね。だからこっちから話すときに、普段私たちが健常者と一緒に話している言葉の出し方とは少しやっぱり違うような気がします。それでそれと自分の詩を作るということと私はあまり意識的に関連づけるというようなことはしてこなかったんです。それはある小説家に私の詩の世界というのが一方でろうの子供たちと一緒にいる時間、またはそういう関わりについて切って詩作の中に入り込ませないようにむしろ切っているんじゃないかと指摘を受けたことがあるんです。で、私はその時はその通りだなと思ったんです。で、今はもう少しその詩の中に言葉の聞こえにくい一人の人間が登場したり、あるいは
私の言葉ではない、例えば鳥の発語、発話するものとしての、例えば童話者ではないけれども、梢の上のその鳥が少し私に代わってこう出てくるような、そういうような世界にはなっていると思います。Nous sommes des entendants, tous des entendants ici, et quand je m'adresse à des enfants qui entendent mal, l'énonciation n'est pas tout à fait la même que quand je parle avec les entendants. Ça, c'est une chose. Et une fois, un ami romancier lui a fait une remarque comme quoi, sans doute, Eshilo consciemment, délibérément exclut son temps d'échange avec les enfants dans l'espace de l'écriture. Je n'ai pas compris ça. Exclut le temps qu'il passe avec les enfants, les échanges qu'il a eu avec les enfants. Et quand son ami a remarqué cela, Eshilo a pensé que c'était juste. Mais à présent, ça a un peu changé dans son poème. Parfois, il y a un personnage qui entend mal, qui apparaît, ou bien il y a des oiseaux ou un oiseau qui énonce à la place de je, et ce n'est peut-être pas une personne malentendante, mais il y a quelque chose. Une autre source. Oui, un lien entre les deux. Faute de temps, moi je continuerai volontiers. Je continuerai bien. Et maintenant les feuilles tombent sur nous. Les feuilles. On va disparaître sous un tas de feuilles. « 私と母が出てきます。 Dans ce poème, il va y avoir moi et ma mère. 私が母を正面から抱いて水の子をいっぱい溜めたところに近づいていきます。 Dans ce poème, moi, je prends ma mère dans mes bras de face et me rends près d'un endroit où il y a de l'eau. 近くに何人かの青年が現れています。 Et il y a des jeunes hommes qui apparaissent pas loin. 関の水音、この詩では母と私とが主眼となり、真下に水をたたえた小さな石段のある堀の折り口には、衣服をつけた複数の青年が座っている。そこから直接に関わりを求めようとはしなくても、最終的には彼らについてこの口で触れなければと思わせる人々でもあった。母を正面から抱きかかえ、私の足で折り口の脇へと移る間、近くには石の出た土の表と彼らとが見え、肩口の母に対して私の話す事柄が手すりへ続く道の上に流れてゆく。その一つ一つに対応する母からの言葉も、一度この辺りに広がっては正確な佇まいを見せ、そこから
私の耳に聞こえ始めていた。Bruit d'eau de l'écluse. De ce poème, ma mère et moi allons être le principal. À la bouche d'un fossé, avec de petites marches en pierre où abonde l'eau juste au-dessous. Plusieurs jeunes hommes vêtus sont assis. De là, sans même tenter directement de s'enquérir d'un lien, ces personnes font penser qu'à leurs propos, enfin, il me faut toucher de la bouche. Portant ma mère face à moi, durant le déplacement avec mes pieds à côté de la bouche du fossé, auprès, sont visibles à la surface de la terre des pierres qui sortent, et eux. Et les choses qu'à ma mère, à l'embouchure de mon épaule, je dis, coulent sur le chemin qui continue vers la rampe. Les mots de ma mère, en réponse à chacune d'elles, une fois qu'ils se sont également répandus par ici, montrent des allures précises, puis, de là, à mes oreilles, ont commencé à être entendus. Ryoko Sekiguchi, bonjour. Bonjour. Tu es née à Tokyo en 1970 et tu écris donc de la poésie. Il y a un de tes ouvrages qui va sortir chez POL le 5 décembre de cette année. Qu'est-ce qui te pousse à écrire de la poésie? Alors, évidemment, c'est une question difficile à répondre. D'abord, je commençais à écrire à l'âge de 16 ans. Et à l'âge de 17 ans, j'ai eu déjà un prix littéraire qui me permet à commencer petit à petit donc, ma carrière de poète. Donc, c'est ça ce qui me rend plus difficile parce que quand j'ai commencé, évidemment, je ne savais pas trop ce qui me poussait à écrire la poésie. Et aussi d'après, donc c'était publié. D'accord. Et il n'y a pas autre chose, la nouvelle par exemple, ou le roman? Est-ce que tu serais intéressée par d'autres formes? Non, c'est que... Oui, c'est vrai. Si il y a quelque chose qui me pousse, disons, à écrire la poésie et non pas les romans ou bien les nouvelles, c'est, je pense, que la question de la narration. Oui. Et par exemple, quand j'écris la poésie et je mets des petits carrés comme ça dans les... Je fais éparpiller les carrés dans les pages. Comme dans l'art de l'élevage. Oui. Ton texte oui. Alors c'est justement pour empêcher le texte à être linéaire ou bien d'introduire la narration. Pour briser un peu la narration. Oui. D'accord. Que je trouve un peu en quelque sorte la définition de la poésie. D'accord. Et est-ce que tu as des influences ou des auteurs qui soit t'ont poussé à écrire de la poésie, soit que tu lis avec un grand plaisir? Alors, comme je t'ai dit, donc c'est chronologiquement parlant, donc peut-être je commençais à écrire plutôt que lire. Oui, c'est pas, c'est pas ça, bien sûr, c'est de petite utilité, mais c'est un peu tôt. Il n'y a pas d'auteur qui a déterminé en fait le fait que tu écrives de la poésie. En fait, tu as écrit avant vraiment
de lire ou de rencontrer des auteurs qui... C'est ça. Et si tu veux, je peux plutôt dire que j'étais influencée par, je sais pas, j'étais fascinée par exemple, la carte topographique qui vient des puzzles. D'accord. Donc c'est le système comme ça de trouver des pistes par des choses fragmentées qui m'ont poussé à faire à peu près créer le même système, mais avec les mots, avec le langage. D'accord. Donc, tu parles très bien français. Merci, je suis très bavarde, ça m'aide beaucoup. C'est très bien. Et donc tu traduis tes textes depuis 2 ans. Oui. En français. Oui. Et est-ce que, moi c'est un peu la question que je me pose, c'est est-ce que tu écris maintenant en français? Non, ou tu passes toujours par le japonais? Alors en ce moment, c'est que je décide de ne faire que de me traduire, mais pas écrire, parce que je pense que si j'écris directement en français, le style changera forcément. Oui. Et donc c'est peut-être aussi je ressens la nécessité de décrire, d'aborder par exemple une autre sorte d'écriture. Peut-être je vais écrire directement en français, mais en ce moment je me contente d'écrire en japonais oui. Et de traduire ensuite oui. le texte en français. Oui. Et Calque, donc l'ouvrage que tu sors le 5 décembre chez POL, c'est toi qui l'as traduit? Oui, oui, entièrement, oui. Ben merci beaucoup. Distance de la chaîne de montagnes ne monte pas, ne pouvant marcher jusqu'à midi, mais celui qui ne devance de 2 pas cache les mensonges autant que la largeur de ses pas. Nous essayons de marcher sur son ombre, sa feinte tentative d'atteindre déjà la cabane. Alors, nous serons la vitesse de la course elle-même, mettrons en désordre le rythme de ses pas. Ce n'est pas à titre de connaisseur qu'il parle, mais comme celui qui picore tous les mots et qui les adore. Il verse parfois une pincée de murmure. Le repos d'un jour. Cela fonctionne non pas pour relativiser cet acte, mais plutôt pour le favoriser. Sans montrer la distance, il est contenu dans la structure de cette fois-ci. Trêve d'imitation des chansons archaïques. Qui plus est, à peine secoué le foulard, il me ferme la porte au nez. La voix qui répète, qui chante, ne fait que s'allonger sans fin. Cet appel n'aboutit qu'à un duetto avec des herbes. Si seulement il chantait. Un petit vent se lève. Un petit vent se lève. Monsieur Mazawa, on est très content de vous recevoir ici à Orléans. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous étiez déjà venu à Orléans, jamais sans doute. À Orléans, dans la ville d'Orléans, vous n'étiez jamais venu. Seulement, j'ai quelques passé. Ah oui, tout de même. Par voiture. D'accord. Vous avez fait à peu près 1 année et demie d'études à la Sorbonne. C'est cela. Oui. Et vous êtes professeur de français, vous enseignez le français à l'université, la littérature française. Médiévale. La littérature médiévale spécialement. Oui, d'ailleurs, vous avez traduit les œuvres de François Villon. François Villon, Crétin III aussi. Oui, je sais. C'était le conte rare, le roman de Perceval, c'est mon spécialité, parce que thèse mémoire de maîtrise,
c'était au sujet de chrétien Torah, contre le Coran. J'ai traduit ça pendant 20 ans et après, enfin, j'ai pu publier ça. Il y aurait 1000 questions à vous poser sur cette activité-là. Mais pour nous, d'abord, vous êtes ici comme le poète que vous êtes, que très connu au Japon, et en France, vous commencez à être connu par les traductions diverses qui sont parues de vous dans l'anthologie de la poésie japonaise contemporaine, chez Gallimard, dans plusieurs revues, et bientôt, ça m'apporte beaucoup, dans la revue Poésie, puisqu'il y aura un numéro de la revue Poésie consacré à la poésie japonaise contemporaine. Vous avez publié au Japon votre premier recueil en 1957, n'est-ce pas? Chemin, c'est ça. Et je vous ai parmi les recueils que vous mentionnez comme ça spontanément en parlant, vous mentionnez En Enfer, 1984. C'est cela. Voilà. Bon, évidemment, on ne peut pas ici, dans ce cadre, lire de vos vers, mais on va le faire ce soir à la scène nationale. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que c'est possible, en 3 mots, de dire vos affinités soit du côté de la littérature japonaise, soit du côté de la littérature française? De quoi vous vous sentez proche? Est-ce que ça joue un rôle pour vous? C'est très difficile, peut-être. C'est difficile. Hein. Affinité. Au Japon, par exemple, est-ce que les poètes en général, et vous en particulier, se rassemblent dans des tendances, des courants, ou sont très isolés, enfin je veux dire très individuels, très singuliers? Vous vous sentez comment, vous? Maintenant, je me sens assez isolé maintenant. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Je veux dire, maintenant... Parce qu'au début, vous voyez, j'ai commencé d'écrire la poésie en imitant Miyazaki Kenji. Ah, d'accord. Mais on n'a pas mentionné, là je crois, il faut le mentionner, Miyazawa Kenji est donc un très grand écrivain japonais, traduit pour une part en français, et dont vous assurez l'édition critique. C'est ça. Donc vous avez imité Miyazawa Kenji en commençant avec... Presque pendant 10 ans, j'ai été sur l'ombre de Miyazaki Kenji. C'est une belle ombre. Vraiment. Et ensuite, vous êtes... Comme je vous ai dit hier soir, j'ai commencé d'écouter la voix de non-moi. Du non-moi. La voix du non-moi, c'est une expression très frappante que vous employez, en effet. Non pas le moi, mais le non-moi qui parle par la poésie. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Et vous disiez aussi hier soir que ce qui pouvait créer une sorte de malentendu ou de fatigue presque pour le poète, c'est que les lecteurs ou les auditeurs de la poésie voulaient entendre le moi, alors que pour vous c'est le non-moi qui parle. C'est ça. Voilà. Oui, ça c'est profond et je crois très important. Voilà. Je vais tout de même relancer ma question sur les affinités. Est-ce qu'il y a avec la poésie française, est-ce qu'il y a des poètes français dont vous vous sentiriez proche, ou en tout cas que vous aimez particulièrement? Par exemple, surtout les poèmes en prose de Julien Gracq, c'est très particulier. Je suis profondément épris de ces poèmes en prose. Par exemple, Baudelaire et Mallarmé, Rimbaud ont écrit les poèmes en prose, mais je ne suis pas très d'accord avec eux à propos de ce que c'est que la poésie en prose. Mais les poèmes en prose de Julien Gracq, c'est vraiment indépendant de tout autre genre. Ça c'est passionnant. Il faudrait. On peut rester 2 ou 3 heures là à discuter. Maintenant. D'accord. Nous allons entendre maintenant Monsieur et Madame Hamazawa. Certains d'entre vous peut-être se souviennent de lectures de Gozo Yoshimatsu avec Marilia Yoshimatsu. Monsieur Hamazawa a publié, je crois, si je ne me trompe pas, son premier recueil en 1957 sous le titre
nous traduisons chemin, chemin. Son recueil En enfer, en 1984, a obtenu le prix Takamei-jun. Et son recueil le plus récent, qui vient de paraître, s'intitule, je vais le dire de façon grotesque, Yumei Gurinka. Monsieur Hamazawa est professeur de littérature française à l'université. Il est l'auteur de plusieurs traductions du français, en particulier des œuvres de Villon, qui viennent de paraître en 2000. Il est aussi le traducteur de Julien Gracq, et en particulier il est l'auteur de la traduction du livre de Julien Gracq, Prose pour l'étrangère. Il est aussi l'auteur d'une édition critique des œuvres complètes de Miyazawa Kenji. Peut-être certains connaissent ce merveilleux prosateur et poète dont il y a quelques traductions en français. On peut lire des poèmes de M. Hamazawa en français dans l'anthologie de la poésie japonaise moderne, chez Gallimard, et dans plusieurs revues, et bientôt dans la revue Poésie. 夢の旅1、たとえ氷砂糖を欲しいくらい持たなくても、シュガータイン、サトウキビのきび殻をパリパリと踏みしだいて青空にかければ、仕事の辛さも歯の間で甘く砕けるよ。シュガータイン、かわいいあの子が赤い鳥になって夢に出てきてキスしてくれる。駅ではどこからともない声が、シュガーステーション、シュガーステーション。Même si je ne dispose pas de sucre candy à volonté, oh sugar train! Du moins, quand je cours vers le ciel bleu, enflouant les tiges de canne à sucre, la dureté du travail se casse doucement entre dents. Oh sugar train! La jolie fille, transformée en oiseau rouge, vient d'un rêve m'embrasser. À la gare, une voix annonce, on ne se sait d'où. Sugar Station, Sugar Station. Une boîte à rêver, la boîte a vu un rêve, la jupe d'une petite fille à taille de guêpe et l'étranglement de ses petits poignets ronds, une botte à rêver, la botte a vu un rêve, la bouche mélodieuse du génie de Paris qui l'a chanté. Un papillon rêve aussi de neige abyssale. Une poisson rêve aussi de poussière dessus. Mais une fille ne rêve de rien. Certes, les petites filles ne font jamais de rêve et ne font que de dormir. Ne dites pas ça, monsieur le poète, ce n'est pas gentil de dire des choses pareilles. En vérité, il n'y a que des fillettes qui rêvent, même après leur mort.